Avec vous pour le 11h midi pour débattre et commenter l'actualité avec aujourd'hui Christine Bouillot. Bonjour, vous êtes avec nous depuis Toulouse. Vous êtes la correspondante de Sud Radio à Toulouse. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve également tous les mardis matins dans la matinale de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Jean-Louis Thierriot, bonjour. Vous êtes député LR de Seine-et-Marne, bienvenue à vous. Et Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Je veux dire que je vous cite régulièrement, Rafik, après ce que vous nous aviez raconté sur votre visite à Marseille, quand j'entends Gérald Darmanin qui dit la drogue c'est de la merde et on va terroriser les dealers. Vous êtes allé, vous, dans une cité où il y avait des hommes armés, des gamins qui faisaient le guet, et vous avez dû presque rebrousser chemin à un moment. Ce qui s'était passé était proprement hallucinant. Effectivement, mais qui est la réalité, le quotidien. Enfin, c'est une réalité, mais qui est encore plus glaçante que ce que l'on peut imaginer. Je pensais très honnêtement, en m'y rendant, que la réalité serait en dessous de ce qu'on me racontait. En fait, c'était pire. Vous avez des racailles, des caïds qui ont structuré leur propre police, leur propre douane, qui vous arrêtent, armés d'ailleurs, ils vous demandent ce que vous foutez là, ils vous demandent de partir. Enfin, ça se passe en France. Ouais. Et au grand désespoir des milliers d'habitants qui vivent dans ces quartiers qui sont abandonnés par notre pays. Non, mais c'est pour ça que le décalage entre ce que vous nous aviez raconté et les déclarations du ministre de l'Intérieur sont assez... le décalage est assez impressionnant. On va parler de cette enquête sur les anti-masques. Qui sont-ils? On va parler de la loi contre le séparatisme. Est-ce qu'il y a une réelle volonté de l'État de lutter contre l'islam politique avec l'interdiction des certificats de virginité? Enfin, on a l'impression qu'on prend les choses par le petit bout de la lorgnette. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Et puis Covid, la difficulté pour les jeunes aujourd'hui qui sont confrontés à des difficultés énormes sur le marché de l'emploi, puisque les entreprises elles-mêmes sont confrontées à ces difficultés. Commençons par un tour de table. Alexis, on va commencer avec vous. De vos coups de cœur et vos coups de gueule, ou ce qui a retenu plutôt, je préfère peut-être ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. Moi, ce qui m'a interloqué, c'est les images de cette sauveteuse arrêtée sur une plage en Espagne, et escortée par deux hommes. Alors on ne sait pas si c'est des agents sanitaires, des gendarmes, en combinaison, un BNC quasiment, parce qu'elle était bien infectée par le Covid et qu'elle n'a pas respecté la quarantaine. Elle est menottée, elle est sortie de la plage, et il y a quelque chose de surréaliste. On est vraiment dans un film d'anticipation, on ne comprend pas, et je ne comprends pas pourquoi les menottes en fait. Après qu'on l'arrête, qu'on dise effectivement c'est dangereux parce que vous êtes un métier de contact et vous ne respectez pas la quarantaine, ok, mais le faire de cette façon-là, qu'est-ce que ça veut dire de notre société? Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec les masques? Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec la peur du virus? Il est réel, mais est-ce que ça veut dire que lors d'une épidémie d'un autre virus, que ce soit la grippe saisonnière, parce que la grippe tue également, on va mettre en place des mesures égales? Est-ce qu'on va vivre tout le temps maintenant avec le masque lors des épidémies saisonnières? On ne sait pas ces réponses-là. Aujourd'hui, on est en train de rentrer dans un autre monde, celui du tout sanitaire. Qui, moi, me fait peur parce qu'on rentre chez les gens. Il y avait certaines déclarations de dire que les fêtes de famille devraient être interdites parce que c'est dangereux, qu'il ne faut pas chanter joyeux anniversaire parce que, bah oui, ça propage le virus. On est en train de rentrer dans l'intimité parce que c'est quelque chose de plus proche des gens, la peur de la mort, et de changer les comportements. Et je ne sais pas ce que ça va faire de manière cognitive aux générations futures de vivre une scolarité sous masque, avec un prof masqué, de vivre après avec la peur de tuer ses grands-parents parce qu'on dit aux enfants attention, tu peux pas aller voir grand-mère ou grand-père parce que tu es potentiellement porteur asymptomatique. Bon, on le dit pas comme ça aux enfants, mais la peur est là, et la peur est partout. Et à un moment, je crois qu'il faut dépasser cette peur, dire oui, le virus existe, mais un peu de bon sens. On va pas continuer à avoir des gens qui se font tuer parce qu'ils demandent aux gens de mettre des masques dans des bus, à avoir des gens qui se font arrêter avec des menottes parce qu'ils n'ont pas mis des masques, et avoir des policiers armés de mitraillettes, d'armes lourdes pour aller contrôler les collégiens à la sortie du collège. On est où? Donc un peu de bon sens. On est dans un pays où il y a un virus qui est en train de reprendre. Et puis les exemples, moi je me méfie toujours. Et d'ailleurs Stéphane, notre auditeur, a raison, qui nous dit c'est pas une sauveteuse, c'était une surfeuse en arrêt maladie.
dit. Donc moi j'aime bien connaître les histoires jusqu'au bout. Tout le monde a parlé du jeune homme avec le Kinder Bueno qui s'était fait. Quand même. Non, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé. Le jeune homme avec le Kinder Bueno, il a insulté les policiers qui étaient en civil. Donc il ne savait pas que c'était des policiers en civil, mais il faut connaître toute l'histoire depuis le début. Pas dire il y a un mec qui mange un Kinder et il y a une et la grand-mère qui mangeait sur son banc. C'était quoi l'histoire? Voilà, je veux pas. Non, mais je veux pas défendre ces arrestations forcément. Mais il faut connaître toute l'histoire avant de juger. Mais on est dans un système de peur qui crée la violence, qui crée la haine. On peut pas continuer comme ça. À un moment, il faut redescendre d'un cran et dire bon, un peu de bon sens. Alors, voilà. On y reviendra avec les anti-masques, un mouvement qui a pris de l'ampleur et qui existe, qui est très fort dans de nombreux pays. Christine Bouillot, vous, votre coup de gueule, ça concerne la ville de Bordeaux. Alors, la ville de Bordeaux, en tous les cas, l'idée que c'est une... voilà, il y a Pierre Urmic, maire écologiste, qui a arraché la ville de Bordeaux après des décennies de mandat de droite et qui a dégainé qui dégaine une idée qui va être mise en place dans quelques mois, nous dit-on, eh bien de proposer un stationnement pour les voitures, puisqu'évidemment, en étant écologiste, il veut éliminer le problème de la voiture dans le centre de Bordeaux. Si vous connaissez un peu Bordeaux, c'est vrai que c'est problématique aujourd'hui. Et le stationnement, il propose un stationnement en fonction... une tarification en fonction des revenus. Donc, plus on sera forcément des ménages aisés, plus on paiera son stationnement et inversement proportionnel. L'idée avait été posée lors de la campagne électorale. Il va la mettre en application. Nul doute qu'on va en entendre parler parce que je pense que c'est la première ville de France qui va proposer ce stationnement en fonction des revenus des ménages et qui va sans doute aussi être élargi, c'est ce qu'il se dit du côté de Bordeaux, à d'autres services publics. Par exemple, aller au musée en fonction à une tarification en fonction de ses revenus, aller au théâtre en fonction de ses revenus. Donc voilà l'idée que défend Pierre Urmic, le nouveau maire écologiste de Bordeaux, Valérie. Et hier, on a évoqué la ville de Bordeaux avec un de nos auditeurs qui nous disait qu'il avait renoncé à aller dans le centre de Bordeaux, dans un endroit où il y avait des dealers, des junkies et autres. Et on a eu beaucoup de témoignages, dont Philippe David qui nous écoute et qui nous dit qu'il a un de ses amis qui est chauffeur de taxi et qu'ils ont la peur au ventre, qu'il y a une insécurité absolument terrifiante, enfin terrifiante, le mot est peut-être un peu fort, mais qu'il y a une réelle insécurité. Peut-être que, monsieur le député, ça vous fait réagir, ce que vous venez d'entendre? Oui, d'abord, je dis bienvenue au pays de la simplification administrative. Ça va être ça. Oui, c'est ça, c'est comment on va mettre ça en place. Si pour le moindre acte de la vie courante, il faut sortir sa feuille d'impôt, c'est quand même très intéressant. J'ajoute également bienvenue à la perte totale de sens du service public. Soit ce qu'on fait est indispensable au pays, est indispensable à l'intérêt général. Et dans ce cas-là, on le fait, c'est financé partiellement par les usagers, partiellement par la dépense publique. Très bien. Là, ça veut dire que finalement... tout devient quasiment une forme de produit marchand, avec en plus une manière de régulation du prix qui est totalement délirante. Voilà, je tombe de ma chaise et je me dis qu'on va de plus en plus dans une économie administrée, et c'est la pire des choses qu'il puisse y avoir pour l'initiative, c'est-à-dire pour la créativité, c'est-à-dire pour l'avenir. Donc décidément, j'ai toujours pensé que le grand malheur de notre pays, c'est que nous avions des écologistes qui n'aimaient pas l'environnement, qui ont derrière la tête des agendas néo-marxistes, anti-économie de marché. Eh bien, nous, ce que nous voudrions, c'est des écologistes qui aiment l'environnement, parce que dans ce cas-là, on pourrait travailler ensemble. C'est pas pour rien que en Autriche, vous avez une coalition entre les conservateurs et les écolos, parce qu'ils aiment d'abord la protection de la planète. À Bordeaux, ils essayent de mettre en place une chose, le meilleur des mondes possible, et le rêve d'économie administrée de leurs ancêtres léninistes cachés. Rafik Smati, sur cette mesure en fonction des revenus applicables, enfin ahurissante quand même. Les masques tombent. Oui. Bravo. Cette fameuse manière de faire de l'écologie, qui est en réalité pas de l'écologie, mais qui est un pur dogme, est absolument détestable, et je vais vous dire, abîme la cause écologiste réelle. Ces gens-là sont dans la complexification,
et ils sont dans le fait de vouloir mettre les Français dans des cases, avec une haine exacerbée du riche, parce que forcément, être riche, c'est-à-dire gagner de l'argent, et on ne sait même pas à quel niveau ils mettent le seuil, évidemment, c'est quelque chose de mal, et que le riche s'est enrichi parce qu'il a appauvri les pauvres. Voilà leur idéologie. Et c'est ces gens-là, aujourd'hui, qui ont les clés d'une grande partie des métropoles françaises, et ils seront jugés sur pièce, mais hélas, les premiers signaux ne sont pas encourageants. Alors votre coup de gueule à vous, Mon coup de gueule, ce sont les rumeurs sur l'instauration de la proportionnelle. Le député, le bon député, c'est la relation de celui qui n'en a pas. Et vous voyez, ma semaine s'est occupée à faire venir des AESH, c'est-à-dire des auxiliaires de vie pour des handicapés dans des écoles qui n'en allaient pas, qui n'en avaient pas, les parents n'avaient aucun contact, n'arrivaient à avoir aucun contact avec le rectorat, les maires étaient renvoyés sur quelqu'un d'inconnu. Au final, il a fallu que ce soit moi qui m'en occupe, et au 3e ou 4e coup de gueule, j'ai obtenu quelque chose. Et ça, on voit ça tous les jours. Quand l'ARS et l'administration de l'ARS fait pas son boulot et n'appelle pas les maires quand il y a des cas Covid, alors que depuis 48 heures, il est suspendu au téléphone, eh bien c'est le député qui s'en mêle. Si demain, vous avez des députés élus dans des circonscriptions XXL, ce lien personnel, cette possibilité d'aider directement les gens face au dysfonctionnement de l'administration, ça disparaîtra. Et on nous dira, ça n'est pas la vocation du député. Peut-être, si l'administration fonctionnait parfaitement et donc était plus efficace, plus souple, ça serait peut-être moins nécessaire. Aujourd'hui, on est celui qui répare ce qui ne fonctionne pas. Je vous garantis une chose, c'est que si demain on va vers une proportionnelle intégrale, ou en tout cas vers des circonscriptions XXL, ce lien sera coupé. On a déjà des députés qui n'ont plus le droit d'être maires, donc qui sont de plus en plus sur sol, et celui qui gagnera, et les seuls qui gagneront, ce seront les populistes, parce que effectivement il y aura une représentation nationale que plus personne ne verra. Allez, on va marquer une pause et on va se retrouver avec vous. 0826 300 300, Génération Covid, c'est le dossier du Parisien, mais c'était également votre coup de gueule, Rafik Smati, et on va en parler. Tous ces jeunes qui sont confrontés à la recherche d'emploi en cette rentrée, c'est particulièrement compliqué, et en particulier pour les stages. À tout de suite. Avec vous pour le 11h midi pour débattre, commenter l'actualité. On va revenir sur la loi contre le séparatisme, on va parler des anti-masques, et Rafik Smati, avec vous, ce sujet important, Génération Covid, tous ces jeunes qui aujourd'hui, en septembre, cherchent un emploi. De manière plus générale, vous observerez que les jeunes sont les grands sacrifiés de toutes les politiques publiques depuis plus de 40 ans. Je suis né en 1975, juste après la crise pétrolière, date qui coïncide avec les premiers déficits. Depuis 40 ans, même 45 ans, à chaque fois que nous traversons une crise majeure, eh bien, les jeunes, la jeunesse, sont la variable d'ajustement. Okay. La dette, évidemment, est l'un des symptômes de cette variable d'ajustement. La dette n'est pas forcément quelque chose de mal. Quand on achète un appartement et qu'on s'endette, on investit. Sauf qu'en France, depuis 40 ans, la dette est une dette de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on endette les générations futures, non pas pour préparer leur avenir et préparer leur conquête de demain, mais pour financer notre train de vie aujourd'hui. Et ce qui s'est passé avec le Covid, et la fameuse dette Covid, eh bien c'est une dette, il faut le dire et le répéter, qui pèsera sur les générations futures et qui leur enlèvera encore plus des marges de manœuvre. Et alors, de manière concrète, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je le vois en tant que chef d'entreprise. Je n'ai jamais reçu autant de demandes de contrats d'apprentissage. Pourquoi ? Ben pour une raison très simple, c'est que vous avez 150 000 jeunes chaque année qui demandent un contrat d'apprentissage, une alternance avec l'entreprise. Cette année, vous avez plein d'entreprises qui ne vont pas recruter des alternants parce que d'abord, elles ne le peuvent pas. Elles sont dans des situations économiques absolument dramatiques. D'autres sont fermées, tout simplement. Et puis il y en a d'autres qui fonctionnent bien, mais qui ont opté pour le télétravail. Et embaucher un jeune apprenti dans un contexte de télétravail, c'est compliqué. Donc nous sommes au devant d'un mur, mais qui est absolument dramatique, où on est sur le point de sacrifier des dizaines de milliers de jeunes qui n'auront pas de contrat d'apprentissage. Et je précise quelque chose d'important, c'est technique, mais c'est important. Si un jeune ne trouve pas d'entreprise alternante, il est obligé d'arrêter ses études. Il est obligé d'arrêter ses études. Ouais. C'est ça qui est en jeu. Ouais. Alors, il ne s'agit pas de critiquer le gouvernement, il a fait ce qu'il a pu, mais le problème est... Mais il y a une réalité très importante. Ouais. Et j'appelle les entreprises et les entrepreneurs qui le peuvent, parce que tous hélas ne le peuvent pas,
à jouer un rôle patriotique plus que jamais. Il est important, moi j'y prendrai ma part en tant qu'entrepreneur, que tous ceux qui peuvent prendre des alternants, même si c'est pas dans leur culture, même s'ils n'avaient pas l'habitude de le faire, de faire cet effort. Nous avons 150 000 jeunes à sauver, et je ne parle même pas de ceux qui vont se retrouver au chômage. Nous devons tous y prendre notre part, et pour une fois dans l'histoire de notre pays, mobilisons-nous et mettons l'avenir de notre pays et nos jeunes au cœur des politiques publiques, sans quoi ils nous le feront payer dans 10 ans ou dans 20 ans. Ouais, mais c'est une... Alexis Poulain, je ne sais pas si vous voulez... C'est une réalité terrible, parce que toutes les politiques publiques, effectivement, ont ce point noir, ce trou noir de la jeunesse, avec le seuil d'âge, 25 ans ou pas, en fonction des plans qui sont là. Donc on a les emplois aidés, on a les nouveaux emplois aidés avec le plan de relance, qui vont durer 1 an, 2 ans, pour qu'en 2022, le bilan soit pas catastrophique. Mais sur le temps long, sur la façon dont aussi toute une génération arrive dans l'emploi, et ça fait longtemps que c'est un problème, la façon dont on traite les jeunes dans l'entreprise, avec le manque de responsabilité, avec la façon dont beaucoup de jeunes qualifiés du coup préfèrent partir à l'étranger parce que là ils sont pris pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont qualifiés et qu'on leur donne très vite des responsabilités. En France, il y a un vrai problème par rapport au management, et ça c'est pas neuf. Donc il y a tout ça, et puis après il y a l'éducation. Dès le plus jeune âge aussi, comment on fait qu'une classe d'âge a des valeurs, comprend ce que c'est que la République, et puis c'est lire, écrire et parler correctement français, ce qui est de moins en moins le cas. Là, on a un plus grave problème encore, c'est qu'on perd la langue. Donc l'éducation, c'est bien avant ça, bien en amont. Et après ça, il y a les études supérieures. Il y a effectivement cet apprentissage qui a été mis en place, qui est déjà compliqué en temps ordinaire. Je sais, pour l'avoir vécu et pour connaître des enfants, c'est très compliqué de trouver des stages en apprentissage aujourd'hui, et ça l'est d'autant plus en cette rentrée. Oui, alors oui, vous vouliez intervenir. Oui, je partage totalement tout ce qui vient d'être dit. Je crois qu'au niveau du pouvoir politique, il y a une chose qui devrait être faite, alors c'est fait un peu, mais ça devrait être beaucoup plus loin, c'est simplifier bien davantage déjà tout ce qui concerne le recrutement des apprentis et tout ce qui concerne notamment les missions qu'on peut leur confier. Parce que quand vous voyez dans le bâtiment, moi j'ai beaucoup d'entreprises du bâtiment en Seine-et-Marne, qu'il y a toute une série de choses qu'il y a 25 ans, tous les apprentis faisaient, vous n'avez pas le droit de les faire monter sur un échafaudage, ça pose un sérieux problème. Par ailleurs, en termes éducatifs, vous avez 2 éléments. Vous avez d'abord le lien avec l'entreprise dans la psychologie qui est transmise à l'école. L'entreprise, souvent, c'est mal. Et ce lien qui permet ensuite de trouver de l'emploi, il est largement brisé. Enfin, et là, vous aviez tous les 2 raisons, il y a le problème du savoir-être. Aujourd'hui, je rencontrais les gens des différents pôles emploi de mon territoire. La formation la plus utile qui m'explique devoir donner, c'est le savoir-être, c'est-à-dire expliquer qu'on se lève quand vous êtes reçu pour un entretien d'embauche et qu'on enlève sa capuche. Ce qui a l'air assez basique, mais ce qui évidemment pose un grand problème. Après, là je crois qu'on sera tous d'accord, c'est que la fatalité de l'échec de l'emploi des jeunes, c'est un problème français, et ça n'est pas une fatalité en soi. Des pays comme l'Allemagne n'ont pas la même démographie, mais c'est la jeunesse en Allemagne a cette culture de lien avec l'entreprise, et le taux de chômage en Allemagne, il est très faible. Alors il est faible au niveau global, mais aussi chez les jeunes. Et c'est vrai dans beaucoup d'autres pays européens. Ça n'est pas une fatalité, c'est un malaise français, c'est un malheur français, et on doit pouvoir le redresser. Je peux intervenir ? Oui, Christine Bouillot. Oui, alors moi j'ai l'impression d'entendre effectivement que la faute de ce taux de chômage, en tous les cas la difficulté que ces jeunes vont rencontrer à la rentrée, c'est de leur faute. Parce qu'ils n'arrivent pas à leur... Personne n'a dit ça. C'est l'inverse. Personne n'a dit ça. Oui, non, vous dites dans le savoir-être, c'est ça ? Dans le savoir-être. Moi je connais beaucoup de jeunes dans mon entourage pour avoir des enfants qui sont en âge d'entrer sur le marché du travail. Je peux vous dire que le savoir-être, ils le savent, mais qu'ils envoient des mails à des chefs d'entreprise qui prennent même pas la peine ni de répondre OK à un mail. Donc déjà, moi, ça m'agace un peu d'entendre ça. Ce taux de chômage, il est de 26% là avant le Covid. Il était de 29% il y a quelques années. C'est endémique et ça fait 40 ans que ça dure. Les entreprises ont un problème avec la jeunesse pour les recruter. Il faut avoir souvent... on a usé et abusé des stages en entreprise avec des jeunes qui utilisent et qui sont utilisés dans les entreprises comme de vrais salariés parce que ça coûte moins cher aussi. C'est le problème donc de la charge sociale aussi et du coût du travail en France. Donc aujourd'hui, les jeunes se retrouvent avec une double difficulté. C'est qu'ils sont dans une liste d'attente qui est aujourd'hui rallongée, donc ils reculent dans la file avec des demandes qui sont celles de leur, on va dire, de leur formation. Pour certains, c'est les plus diplômés qui s'en sortiront, mais qui seront concurrencés aussi. Et je peux vous dire que même chez les grands diplômés, les étudiants qui sont en master 2 ou master et même au-delà, eh bien ils se disent qu'avec le Covid, ils vont avoir du mal et à financer le reste de leurs études, ou en tous les cas trouver un premier boulot à la hauteur des études qu'ils
qu'ils ont mené. Donc c'est là qu'il y a un double défi. Et n'oublions pas ceux qui sont sur les bancs de la fac, ils ont passé 6 mois. La gestion du Covid par l'université, ou en tous les cas l'enseignement supérieur français, a été quand même extrêmement compliquée. Et ça ne fait que commencer aujourd'hui. Donc j'aimerais quand même qu'on relativise aussi la problématique du jeune aujourd'hui dans cette situation du Covid. C'est pas forcément lui qui était la priorité absolue des politiques qui ont été menées. Ça rejoint un petit peu ce que disait Rafik Smati sur le fond. Et d'ailleurs, je vais aller bien plus loin que madame. Au-delà du Covid et bien avant, une grande proportion des jeunes de moins de 26 ans refusaient de se soigner parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Voilà la situation dans laquelle nous mettons notre jeunesse. Et une nation qui n'est pas capable de donner les moyens à sa jeunesse d'être entreprenante et conquérante est une nation décadente. Allez, on marque Le Secours populaire est quand même allé dans les crous pour livrer des paniers repas pendant le Covid. Non, mais c'est sûr. Vous avez raison. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Qui sont les anti-masques? Alors, c'est une étude de la Fondation Jean Jaurès qui, évidemment, fait beaucoup réagir et qui suscite la polémique. À tout de suite. Avec vous pour le 10h midi, et nous débattons aujourd'hui avec Rafik Smati, qui est chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France, Jean-Louis Thierriot, député LR de Seine-et-Marne, Alexis Poulain, journaliste et directeur de la publication du Monde Moderne, et Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio et correspondante à Toulouse. Qui sont les anti-masques? Alors, ils sont assez peu nombreux en France. C'est vrai qu'en Allemagne, on a vu des manifestations assez massives, en Espagne également. La Fondation Jean Jaurès publie une première étude sur ceux qui sont ces anti-masques, donc plutôt diplômés, plus diplômés que la moyenne, plus défiants envers les institutions, plus amateurs de tests complotistes et plus féminins, en gros, des gilets jaunes, quoi, si on résume un peu. CSP+. Non, CSP+. Les cadres et les professions intellectuelles supérieures représentent 36% des personnes interrogées pour 18% de l'ensemble de la population. Mais sauf que vous, Alexis Poulain, vous êtes anti-masque. Moi, je suis pas du tout anti-masque. Non. Il faut rappeler qu'il y a des soignants qui sont morts parce qu'ils manquaient de masques et qu'ils les réclamaient à corps et à cri, et que quand on n'avait pas de masque, ça servait à rien parce qu'on n'en avait pas, tout simplement, malgré ce que dit Olivier Véran, qu'il faudrait surtout pas croire que le masque était inutile parce qu'on n'en avait pas. Non, le problème, c'est qu'on n'a pas prévu le Covid, personne l'a prévu, mais que la réponse a été toujours avec un temps de retard. Aujourd'hui, on a des masques, il faut les utiliser, mais encore une fois, il faut les utiliser avec du bon sens, c'est-à-dire qu'on peut pas demander. Alors, bien sûr, on va dire au tout venant, le masque est obligatoire tout le temps, dans la rue, où que vous soyez, dans les grandes métropoles, parce que tous les nouveaux foyers vont être dans les grandes métropoles. On ne peut pas éviter ça. Sauf que quand vous êtes seul à 6h du matin dans la rue, ou quand vous rentrez chez vous qu'il n'y a personne, à un moment, on a envie de l'enlever, le masque. Oui, mais ce discours-là, ça ne pose aucun risque sanitaire, en réalité. Oui, quand mais vous êtes seul. vous commencez à induire du doute, à induire des exceptions. Le doute, c'est pas moi. C'est la façon dont les ordres, les injonctions contradictoires ont été faites par ce gouvernement depuis le début. Le masque, il était inutile, il devient obligatoire avec amende. Tout est comme ça. Et c'est au tout venant. Donc, comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent? Et après, on dit, mais c'est les Français, ils sont bêtes, on n'a pas fait assez de pédagogie. Ils n'ont pas téléchargé Stop Covid. Forcément, Stop Covid, c'était nul en matière de protection des données personnelles. Alors aujourd'hui, on dit deuxième vague, télécharger Stop Covid, on lui donne une deuxième chance. Peut-être. Ça reste que tout ce qui a été fait depuis le début a été soit de la manipulation, soit du mensonge, soit de grand n'importe quoi. De l'improvisation, sous couvert de on gère. Alors vous parliez Christine Bouillot, parce que vous parliez de bon sens. Le bon sens, il est de voir qu'aujourd'hui, on a une épidémie qui repart, qui est assez forte dans le sud, tout ce qui est sud de la France, et de la nécessité des gestes barrières. Christine Bouillot. Alors, moi je suis un peu embêtée avec ce sujet parce que j'ai l'impression que c'est quand même des gens qui vont plutôt bien, dont je fais partie, qui sont pas très contents de porter un masque. Absolument. Je pense que quand on va dans un EHPAD, quand on rentre dans un service de soins, on trouve assez logique que les gens portent un masque, et on est même assez content que tout le monde en ait un. Donc, je suis un peu embêtée parce que, en plus, derrière tout ça, on entend que il est on nous oblige à le porter. Déjà, c'est les maires des communes. Moi, j'habite dans une ville où, Jean-Luc Moudin, le 21 août, il a anticipé le retour de 134 000 étudiants qui arrivaient des quatre coins de la France en se disant ça va être un carnage. Donc, on va faire simple. Tout le monde porte le masque dans la rue, quelle que soit la distance. Alors après, il faut que ce soit applicable. J'entends aussi les gens qui sont tout seuls dans une rue et qui se disent mais pourquoi je porte mon masque tout seul alors qu'il n'y a personne autour. La règle est plutôt simple. À voir si ça pourra continuer. La question que je me pose, c'est chez ces anti-masques, ils disent derrière tout ça, on nous oblige à porter ça sans véritable, raison médicale ou en tous les cas scientifique. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ?
on fait quoi derrière? C'est-à-dire, on se fait tester. Alors, ça n'ira pas. On fait des tests salivaires là qui devraient arriver, qui vont nous permettre d'avoir des résultats un peu plus rapides. Ça n'ira pas non plus. Donc, j'aimerais les entendre sur les solutions pour sortir du trou noir dans lequel on est en train de rentrer. Voilà. Moi, je veux bien entendre que le masque ne soit pas marrant à porter pour personne. On en est tous victimes au quotidien sur la durée de la journée. C'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors vous avez été confronté, Jean-Louis Thiriot, vous rencontrez, vous nous l'avez dit, en tant que député, vos administrés. Vous avez des anti-masques parmi eux? Très peu. Il y a certains ricanent un peu, effectivement, d'avoir apporté le masque dans les rues vides de Paris quand ils voient les Parisiens qui le portent dans une rue vide. Mais je crois que dans un sujet comme ça, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. D'abord, il y a un enjeu qui est de limiter raisonnablement, sans sacrifier totalement notre mode de vie, mais de limiter raisonnablement les risques. J'ai vu dans mon territoire des EHPAD ravagés, où accessoirement l'ARS avait mis un couvercle de silence pour qu'on ne le sache pas. J'ai un EHPAD à Tournant où il y a eu 17 morts et où l'ARS disait aux députés et au préfet tout va bien, il ne se passe rien. Quand le Parisien l'a révélé et a dit il y a 17 morts, on m'a dit ah non, on vous a pas menti, monsieur le député, parce qu'on n'a pas fait de test post-mortem, donc on savait pas de quoi ils étaient morts. Sauf que quand vous en aviez un qui était mort, il y a en général un décès ou 2 décès par mois, c'est normal. Quand vous en avez 17 d'un coup, vous vous posez quand même des questions. Donc moi j'ai vraiment vu la tragédie de près, j'ai vu les masques qui n'arrivaient pas, où c'est nous départements qui les avons fait venir de Chine, et où c'est le député conseiller départemental qui avec sa petite camionnette orange du département allait le distribuer aux infirmiers, notamment aux auxiliaires de vie qui étaient passés au travers. Donc je veux dire, c'est quelque part d'abord une bonne nouvelle d'avoir des masques. Après, face aux plus fragiles, et je le dis quand même, je crois que nous avons une responsabilité qui est de ne pas les contaminer. Vous avez une phrase de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup, disant « Chacun est responsable, chacun est seul responsable, chacun est seul responsable de tous ». Je ne mesure pas le degré d'efficacité de ce masque, mais franchement, si jusqu'à ce qu'on ait le vaccin, ça nous permet de sauver des vies des plus fragiles, je pense qu'on ne doit pas hésiter à le porter. Après, tout est question de discernement, et effectivement, je ne doute pas qu'il y a des cas où il y a des verbalisations qui ne soient pas légitimes. Mais soyons intelligents et généreux. Quant à ce qu'on voit sur ce fameux sondage de la Fondation Jean Jaurès, finalement, on voit 2 types d'explications. Scientifiquement, ça ne sert à rien, ou politiquement, les idées complotistes, atteintes aux libertés, etc., voire grand complot des big pharma et autres. Soyons raisonnables. Scientifiquement, je suis pas médecin, je suis avocat, je ne sais pas. Mais a priori, ça ne peut pas nuire. Donc, pourquoi pas. Quant au complot, c'est pas ça qui empêche aux gens d'exprimer leur mécontentement. Il suffit de regarder les réseaux sociaux. 90% de ceux qui ont répondu à cette enquête pensent que le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins, contre 43% de la population. Je rajoute quand même, pardon, très brièvement, c'est que aussi, si on a ce mouvement anti-masque, c'est qu'on a un gouvernement qui a une communication totalement contradictoire. On se rappellera tous de Sibeth Ndiaye disant le masque ça ne sert à rien et je ne sais pas le mettre, et tout d'un coup on poursuit les gens qui n'en portent pas. Donc je pense que ces aberrations de communication sont très lourdes de conséquences. Juste une auditrice qui nous dit: je ne suis pas gilet jaune, je ne suis pas masque du tout. Quand je vois les gens dans la rue avec des masques, ça me fait peur. Je suis responsable de ma vie et je ne mets pas de masque. On ne veut pas de votre vaccin et pourtant j'ai une maladie auto-immune. Mais c'est la vie des autres. Le masque, Anna, vous protégez les autres. Si vous êtes malade, vous protégez les autres. Vous ne leur transmettez pas le virus. C'est ça le port du masque. Mais il y a l'aspect politique qui est intéressant effectivement dans ce qu'on évoquait. C'est qu'il y a toute une dimension politique au-delà du médical. Rafik Smati. Il est vrai qu'une partie de la défiance du peuple français vis-à-vis de la classe politique, et en particulier ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui, se transforme en une certaine forme de complotisme. Mais je veux dire les choses simplement à vos auditeurs. Ce virus est dangereux.
Il ne faut pas chercher, faut pas tourner autour du pot. Ce virus est dangereux. Et aujourd'hui, nous n'avons que le masque à notre disposition pour limiter les dégâts qu'il peut faire. Le complotisme qui ronge aujourd'hui notre société est une plaie. Parce que ce sont les mêmes qui aujourd'hui refusent de mettre le masque, qui se plaignaient il y a 4 ou 5 mois que la France était démunie de masques. Ce sont les mêmes, Valérie Expert. Ce sont les mêmes qui refusent de se faire vacciner. Ce sont les mêmes qui vous disent que le confinement a été organisé pour profiter au Big Pharma. Moi, quand quelqu'un me dit ça, vous savez ce que je lui réponds ? Je lui réponds, mais attendez, tu es en train de me dire qu'on a mis à l'arrêt l'économie mondiale pour profiter à 4 ou 5 entreprises. S'il y a un complot capitaliste mondial, si tant est qu'il y en ait un, eh bien, il va préserver l'intégralité des milieux, mais il ne va pas rouler pour 4 entreprises pharmaceutiques. Un peu de sérieux. Ouais. Et la France, pays de Pasteur, la France, pays de Pasteur, qui est le pays dans lequel nous avons, nous défions le plus le vaccin. Encore une fois, il y a des responsabilités politiques parce que la confiance est rompue, mais il nous appartient à nous, qui ne sommes pas liés au Big Pharma ou à des lobbies quelconques, de dire les choses simplement et calmement à nos compatriotes. Ce virus est dangereux et nous devons protéger, et vous devez protéger les aînés de votre famille. Ouais. Juste une chose. Alexis Poulain. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi, lorsque le H1N1 était là dans la doctrine de prise en charge, le masque était présent notamment pour les métiers de contact. Et cette doctrine a été réécrite pour le Covid-19 à partir de janvier-février, et le masque a disparu. Tout simplement. Parce qu'il n'y en avait pas. Voilà. Oui, alors j'aimerais qu'Olivier Alexis, je vais vous le dire, c'est malheureusement, c'était une formule de Michel Rocard, et il avait, hélas, raison, toujours privilégier l'hypothèse de la bêtise et de l'incompétence à celle du complot. Parce que le complot est infiniment plus compliqué à organiser. Exactement. Mais sur l'incompétence, suppose un rare talent. Voilà. Sur l'incompétence et sur la façon dont aussi l'économie fictive, capitaliste, la sphère financière en profite, on n'a jamais vu les fortunes des plus grands de ce monde exploser autant. C'est plus de 800 milliards de dollars qui sont allés dans la poche des 500 plus riches mondiaux. Et les marchés financiers vont bien. On peut même aller beaucoup plus loin, si je suis votre raisonnement. Ceux qui se sont le mieux sortis de cette crise, ce sont les GAFA. Avec une économie qui a été absolument ravagée, notamment Amazon. Mais je crains que vous fassiez une confusion entre la causalité et la corrélation. Ah non, je dis juste que c'est tout simplement, c'est comme ça que ça marche. Mais malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Et les plans de relance, aujourd'hui, notamment la Fed, qui est inondée de devises de marché, ne font que grossir la bulle financière. Et nous, avec notre plan de relance, malheureusement, on va aussi aller vers une captation de ce plan de relance par la sphère financière. Je voudrais simplement, si vous me permettez, dire aux personnes qui sont anti-masques que ce que nous vivons actuellement, quand bien même le virus n'est pas le virus mortel du siècle, parce que finalement les choses sont organisées pour qu'il ne le soit pas, il faut considérer ça malgré tout comme une répétition générale. Il n'est pas impossible que dans les années à venir, dans les dizaines d'années à venir, nous soyons confrontés à une pandémie extrêmement virulente et de très grande ampleur. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, tous les processus que nous mettons en place aujourd'hui, et y compris ceux qui ne marchent pas, comme l'application Stop Covid par exemple, eh bien le fait d'avoir travaillé dessus nous permettra, le moment venu, de pouvoir contrecarrer, de limiter l'impact de cette pandémie, parce qu'elle arrivera. Mais pourquoi est-ce que dans toute ça... Alors vous avez avancé une hypothèse, Jean-Louis Thierriot, enfin pas une hypothèse d'ailleurs, une réalité, qui est la mauvaise communication du gouvernement, mais pourquoi est-ce que un complot se greffe sur cette maladie, peut-être Christine Bouillot, c'est-à-dire que c'est vrai que parmi les arguments qui sont le plus souvent avancés, c'est-à-dire que c'est un complot, le virus n'existe pas, on veut nous priver de nos libertés, on entend beaucoup de choses. Alors le complot dû à une mauvaise communication du gouvernement, n'oublions pas que ces thèses-là et ce complot, ceux qui soutiennent ce complot, en tous les cas pensent à ce complot, est mondial. On voit aux États-Unis, on le voit en Allemagne, donc il n'y a pas que et partout tous les gouvernants ont géré on va dire la crise un peu comme ils l'ont pu, avec des moyens que certains avaient qu'on n'avait pas. Je comprends. Après sur la problématique du masque, il y a un vrai souci, c'est tous les protocoles sanitaires qui ont été imposés dans les entreprises, pour les cafés, pour les réunions de famille, ça change. Donc il y en a beaucoup qui vous disent mais on m'oblige à porter le masque dans la rue, et quand je m'assois à la terrasse d'un café, je peux l'enlever. Puis après je me relève, et puis voilà. C'est-à-dire que pour continuer à faire tourner l'économie, il a fallu trouver des protocoles sanitaires qui sont ce qu'ils sont, et parfois on s'y perd un peu. Ce qui fait que pour l'utilisateur du masque, on est confronté, ils sont confrontés, et nous journalistes, quand on discute avec eux, à des gens qui disent mais regardez là par exemple, les gens ne portent pas de masque, et puis là on oblige les gens à en porter. Donc
La difficulté, c'est d'apprendre à vivre avec ce virus, ce qui favorise évidemment le fantasme, on va dire d'un complot généralisé contre qui et au bénéfice de qui, parce que si le monde s'écroule, je suis pas sûr que ceux qui en bénéficient finalement aient tout gagné à la fin. Un petit mot avant de partir, de marquer une petite pause, Jean-Louis Thériault. Oui, je crois que sur le complot, il y a une réalité dans le fonctionnement de l'esprit humain, c'est la recherche du bouc émissaire. Et quand arrive, c'est la thèse de René Girard, mais qui je pense s'applique réellement, c'est que de toute façon, quand on est confronté à une tragédie, on cherche un bouc émissaire. Et donc le bouc émissaire, c'est le complot, donc c'était le complot judéo-maçonnique à une époque, aujourd'hui c'est les Big Pharma, demain ça en sera d'autres. Après, là, vous aviez tout à fait raison, je veux quand même redire un mot, c'est sur le protocole sanitaire. On a des injonctions tellement compliquées. Contradictoires, oui, là-dessus, vous avez raison. Les gens n'y comprennent rien. Bien Au moment où on a rouvert les écoles, le protocole sanitaire faisait 63 pages. J'avais tous les maires qui me harcelaient au téléphone en me disant, mais ça, avoir le mètre entre tel et tel endroit, je peux l'avoir devant moi, mais pas sur les côtés. Comment je fais pour ouvrir aux enfants? Ça, c'est fini. Que la direction départementale de l'éducation nationale a fait un résumé elle-même de ces 63 pages. On a eu un document de 3 pages avec des oui-non, et ça a permis de tranquilliser tout le monde et d'avancer. Et je crois qu'il faut faire tout simplement confiance aux gens, quelques grandes règles, et ensuite aux entreprises, aux administrations, de les appliquer au mieux. On est confronté à une centralité paralysée aujourd'hui, à une verticalité paralysante, et la rencontre des deux, ça fait que ça ne marche pas. Allez, et puis à tous ceux qui nous disent qu'on est hypocrite parce qu'on ne porte pas de masque, nous ne sommes pas dans un lieu clos, les fenêtres sont ouvertes, vous ne pouvez pas le voir, mais nous avons 2 grandes fenêtres ouvertes, il y a un extracteur au-dessus de nous, nous avons du gel, nous désinfectons les places, et si c'était possible, le masque est là, dès que nous sortons, nous portons le masque, il est là, vous pouvez le voir pour ceux qui nous suivent sur Facebook, et moi je le porterais si je pouvais le porter en studio, mais visiblement il y a un problème de son, donc voilà. Allons-y, on se retrouve dans un instant, on va parler de la loi contre le séparatisme, une réelle volonté, oui ou non, ou c'est de la com, encore une fois, de lutter contre l'islam politique. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, nous débattons des sujets qui font l'actualité, et nous allons parler de cette loi contre le séparatisme. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle volonté de la part du gouvernement de lutter contre l'islam politique? Ces mesures seront-elles suffisantes? Hier, Marlène Schiappa et Gérald Darmanin ont dévoilé les premiers contours de cette loi contre les séparatismes. Tous les gens qui ne veulent pas respecter les lois de la République, qui veulent que les règles de leur groupe à part prennent le pas sur les lois de la République, nous devons les combattre. Et parmi les pistes, il y a cette condition qui sera mise aux associations, elles doivent s'engager, par exemple, sur l'égalité entre les hommes et les femmes, sur la liberté de croire ou de ne pas croire. Ça concerne les associations sportives, culturelles, religieuses. Et donc, ces associations, si elles ne respectent pas ce pacte, n'auront plus de subvention de l'État. Les salafistes tremblent, à votre avis? Alors Christine Bouillot, vous aviez pris la parole non, mais je vous laisse la parole, mais quand j'entends effectivement que les associations doivent signer ce pacte, voilà, ça n'engage que ceux qui vont signer, mais derrière qui effectue les contrôler contrôles, Ah ben oui, j'aimerais bien savoir, moi. Qui va contrôler? Et puis il y a cet éclairage qui est mis également sur les certificats de virginité qui sont une réalité, de ces jeunes femmes qui doivent se faire recoudre l'hymen et avoir un certificat de virginité pour se marier, ce qui est absolument dramatique. Mais pourquoi mettre l'accent là-dessus alors qu'il y a des choses qui sont, c'est très grave, mais qui sont tout aussi graves et même infiniment plus graves? Je me méfie énormément de la politique spectacle qui consiste à sortir, à inventer des lois uniquement pour envoyer des gages à l'opinion publique et pour, mais au ils le final, feraient pas, on leur dirait vous n'avez rien fait. La meilleure façon de lutter contre le séparatisme, il faut commencer par là, c'est appliquer la loi. Toute la loi. Bien sûr. Reconquérir les territoires perdus de la République, les zones de non-droit qui échappent aujourd'hui complètement au contrôle de l'État républicain. Il faut arrêter de faire de la philosophie. Il faut aller dans le dur. Il y a des lois qui doivent être appliquées. Il y a des moyens significatifs qui doivent être mis dans la justice. Je rappelle que la justice, c'est le maillon faible de notre politique de sécurité. C'est un budget qui est inférieur à celui du ministère de la Culture. C'est scandaleux dans un état de droit qui se respecte.
Donc il y a un vrai travail à faire. Ensuite, sur le séparatisme, aller faire signer un pacte. Non mais franchement, est-ce que c'est bien sérieux? Et je vais même vous dire, le présupposé d'ailleurs de ce pacte qui consiste à dire vous signez le pacte où on vous enlève les subventions, le présupposé qui consiste à accepter l'idée qu'il y ait des associations qui soient subventionnées et qui soient déjà hors la loi, enfin et déjà quelque chose d'absolument hallucinant. À Objectif France, on propose par exemple de supprimer les subventions à toutes les associations en dehors des associations sportives et des associations d'utilité publique. Il n'est pas du ressort de la puissance publique et du contribuable, de vous et moi, que de financer des associations aux buts obscurs et multiples. Ce n'est pas le rôle de l'État régalien qui a bien d'autres sujets à fouetter, et notamment le rétablissement de l'ordre dans les zones de non-droit. C'est vraiment encore une triste mise en scène qui occupe du temps médiatique mais qui ne sert à rien, parce que on a là affaire à des gens qui ont organisé ce système de financement d'associations pour faire la politique de la ville et dire ils vont être très bien comme ça, et puis on n'a pas à gérer, et puis par contre ça votera ce qu'on demande de voter, à peu près, jusqu'à un certain point, jusqu'aux listes communautaristes. Et là on a dit il y a un truc qui va pas, quand même l'argent sert à faire autre chose. Que des associations soient financées par l'État, oui, si elles sont effectivement d'utilité publique, si elles sont pour vraiment aider la jeunesse, pour le sport, pour le lien, pour la solidarité. Ce qui se dit là, c'est que peu importe, comme vous dites, les salafistes ont-ils peur? Non, ils rigolent parce qu'ils prennent pas d'argent de la République. Ils vont prendre de l'argent au sein des fondations étrangères. Que ce soit des fondations américaines qui ont fait un travail incroyable dans les banlieues. Ils ont très vite identifié le point et ils sont allés là. Les pétromonarchies. Le Qatar en premier. Et aujourd'hui, je ne crois pas que la France ait une politique globale vis-à-vis de ça. Le Qatar reste un pays ami, on a besoin de son argent. C'est pareil pour l'Arabie Saoudite. C'est des bons clients. Donc on continue la politique du chèque. L'État ne financera pas, mais ils seront financés par ailleurs. Évidemment, donc c'est quoi? C'est dire que l'État fait quelque chose alors qu'il ne fait rien. Ça continue. Et en plus, utiliser le terme séparatiste pour ne pas nommer l'islam politique, islam radical ou même politique, ça pose un problème. Oui, certains de nos auditeurs font remarquer que les politiques aussi ont joué avec ces associations qui n'étaient pas forcément très claires. C'est tout à fait évident. Moi, sur cette loi, je voudrais dire ce projet de loi, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. Moi, je veux quand même dire, il y a un point positif, c'est qu'on commence à mettre des mots MOTS sur les mots MAUX, même si on enrobe ça de toutes les gracieusetés qui vont bien. Rafik Smati a totalement raison. Pour remettre de l'ordre et pour appliquer le droit, parce qu'aujourd'hui le droit permet beaucoup de choses, c'est remettre des moyens à la justice. En France, on dépense 72 € par an et par habitant pour la justice. Nos voisins allemands, et c'est pas les plus dépensiers, 152. Il y a un rapport direct. Mais le point qui, pour moi, est complètement absent de ce que j'ai entendu dans ce projet de loi, c'est l'aspect mémoire. Là, aujourd'hui, le séparatisme, c'est un problème d'islam politique, c'est aussi un problème de guerre des mémoires. Vous avez les mouvements indigénistes, décolonialistes, qui passent leur temps à cracher sur l'histoire de France. Et on doit avoir ce travail-là. Ce travail-là, c'est à l'école, c'est au collège, c'est au lycée. Moi, j'ai vu un gamin me dire « Comment veux-tu que j'aime la France après ce que t'as fait à mes ancêtres ?» Alors d'abord, moi, rien. Deux, il me parlait du massacre de Sétif en Algérie, alors que ce gamin était marocain. Il a découvert que Sétif n'était pas au Maroc. Et le troisième point, c'est quand je lui dis, mais alors pourquoi tu me parles de ça? Et il me répond, on m'a appris à l'école ce qu'on a fait au lycée, il était au lycée, ce qu'on a fait de mal à mes ancêtres. Donc oui, il y a un travail de mémoire, un travail je crois que la loi peut sanctionner un certain nombre de gens, comme ce n'est pas fait aujourd'hui, quand vous voyez la Ligue de défense des Noirs qui passe son temps à insulter la mémoire française, et cet organisme n'est toujours pas dissous, c'est absolument inouï. Dissolvons ceux qui cherchent à dissoudre l'histoire de France. Mais là, ce que dit monsieur le député est fondamental. Il y a une règle de physique de base qui dit que la nature a horreur du vide. La France a renoncé à l'esprit de conquête, a renoncé à affirmer d'où elle vient, son identité, ce qu'elle est. Notre pays s'est littéralement désarmé intellectuellement, moralement, philosophiquement. Et qu'est-ce qui se passe quand tout ça se produit? Eh bien, il y a une idéologie concurrente qui vient occuper l'espace. Eh bien, la seule solution, c'est de créer une nouvelle épopée française qui vienne puiser dans notre histoire et qui projette notre pays dans l'avenir. Une épopée qui soit suffisamment ambitieuse et galvanisante pour embarquer tout le monde.
et y compris les jeunes à problème, dans les cités à problème par exemple, qui ne demandent qu'une seule chose, c'est participer à une grande aventure. Mais si on ne leur propose pas, ils iront la chercher ailleurs. Et en rappelant cet élément majeur de l'histoire de France, qui est qu'il y a eu déjà dans l'histoire beaucoup de musulmans qui ont été avec nous côte à côte. Allons à Douaumont, regardons les 3 carrés de tombes, chrétiens, juifs et musulmans, côte à côte, les tombes musulmanes tournées vers la Mecque. C'est l'image qu'il faut toujours qu'on ait en tête. Sous le drapeau français, ce sont les musulmans qui ont gagné la bataille. Là, vous parlez de l'après. Aujourd'hui, on est confronté à des associations qui sont infiltrées par les salafistes. On est bien d'accord. Et il faut que le boulot soit fait d'une manière ou d'une autre. On est bien d'accord. Et nous avons les lois pour ça, Valérie. Nous avons juste de la volonté politique. Christine Bouillot, on a commencé par ça. Je crois qu'il faut, malgré tout, et quoi qu'on dise, quoi qu'il en coûte, malheureusement, c'est qu'il faut plus d'État dans des secteurs où il est parti, tout simplement. Merci à tous les 4, c'était passionnant. On se retrouve demain pour d'autres débats, d'autres infos. Et dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous.